Alors, bonjour à tous. Bienvenue à Apprenons en français. Nous apprenons des sujets de sciences ainsi que euh, d'ingénierie. On a aussi sur les maths. Voyons voir ce que nous allons voir aujourd'hui. J'ai préparé ici une petite liste de ce qu'on va faire. On va regarder quelques photos du télescope James Webb. On a eu nos premières photos. On va expliquer qu'est-ce qu'on a vu ici. Il y a une question de Vangelis aujourd'hui qui est sur les atomes et pourquoi on a l'impression qu'on dit qu'il y a du vide dans les atomes alors que lorsqu'on a un solide, on peut le sentir. Donc, on va essayer de comprendre ici la théorie de l'atome un peu plus. Je vais bien sûr répondre aux questions de l'audience. Donc, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les mettre dans la section clavardage ou si vous regardez en rediffusion, mettez-les dans la section commentaires. Je les regarde toujours pour m'assurer que je réponde à vos questions avant tout. La semaine passée, on a fait un peu d'optique, donc on va aussi continuer aujourd'hui. Voyons voir, j'ai perdu ma souris, voilà. La semaine passée, on a regardé les miroirs et la réflexion de la lumière dans les miroirs. Donc, on va continuer ici et on va regarder comment est-ce que les objets sont réfléchis dans les miroirs concaves et convexes. S'il nous reste un peu de temps, on fera un peu de mathématiques. J'ai une question sur une conversation que j'ai eue à l'école sur les opérations de base sur les entiers positifs et négatifs. Donc, ce sont un peu les sujets qu'on va faire aujourd'hui. Donc, voyons voir. Et n'oubliez pas, avant tout, je suis ici pour répondre à vos questions live parce que c'est un peu le but de notre émission aujourd'hui. Nous avons Vangelis qui est ici. Je suis content que tu sois avec nous. Je vais répondre justement à ta question dans quelques instants. Alors, voyons voir. Il y a Alors, à la fin décembre, nous avons eu le télescope James Webb qui est allé dans l'espace et il a quitté la planète Terre le 25 décembre. Il est allé sur son trajet, il y a eu le déploiement et maintenant, le télescope est à sa place. Il est complètement ouvert et on a reçu quelques photos cette semaine. Donc, nous allons regarder ça aujourd'hui. Je pense que c'est fantastique. Alors, certaines choses ici intéressantes. Donc, premièrement, ils ont eu ici, ils ont eu la chance sur le télescope de faire comme un selfie, prendre une photo à voir comment est le miroir où il y a la réflexion, justement pour voir que tous les miroirs sont à la bonne place, le télescope est ouvert et il est prêt à fonctionner. Maintenant, il n'est pas exactement prêt à fonctionner et je vais vous expliquer pourquoi. Ça ici, on voit à notre droite deux photos qui ont été prises. On peut voir ici, il y a 18 points. Et ça, c'est une photo du télescope d'une étoile. Donc, ils ont dirigé le télescope vers la constellation de la Grande Ourse. Ils ont choisi une étoile et l'étoile, c'est la HD 84406. Et lorsqu'ils ont regardé cette étoile unique, ils ont obtenu 18 petites étoiles. Donc ici, voyons voir, pensons un peu, comment est-ce qu'un miroir ou un télescope qui est supposé nous donner la chance de voir les étoiles lointaines, nous donne 18 images d'une étoile seulement. Donc, passez un instant. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée jusqu'à maintenant. On peut les mettre dans la section clavardage si vous voulez. Donc, un petit délai, voyons voir. Donc, si vous prenez le temps d'écrire, c'est que si vous regardez le miroir ici, le miroir est fait de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 miroirs ici, plus 7, ça fait 14, 15, 16, 17 et 18. OK. On a un télescope avec 18 miroirs qui regardent une étoile et on a 18 étoiles séparées. Donc ça, c'est intéressant. Et la raison pour cela, c'est que même si nous avons notre miroir pour l'instant, il vient de se déployer. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aligner tout ceci pour que lorsqu'on regarde une étoile seulement, ce sera une étoile qu'on va voir. Donc ça, c'est la prochaine étape que l'on fait maintenant. Rappelez-vous, on s'attend à avoir des photos de l'espace à l'été. Donc, on a encore ici un télescope qui est en calibration. Donc, ici, dans la photo qui est en bas, on peut voir ici, il y a 3 étoiles
Et il y a 3 étoiles. Ça, ce sont les miroirs de côté ici. Donc, les miroirs qui ont ouvert comme ça. N'oubliez pas qu'on a un télescope qui était en entier sur la planète Terre. Il y a eu les vibrations du décollage. Il y a eu les vibrations du déploiement. Donc, présentement, on est en train de s'assurer que d'ici quelques semaines, toutes ces 18 étoiles ils vont calibrer les miroirs de façon à ce qu'ils puissent avoir une étoile spécifique. Donc, ils ont choisi une étoile parce qu'elle est facile à identifier. Comme ça, on peut s'assurer de bien s'occuper de notre télescope. Donc, on peut voir que même si on dit on envoie un télescope dans l'espace, il y a toutes sortes de choses qui sont nécessaires. Et ça, c'est le travail de scientifiques, d'astronomes, d'ingénieurs qui essaient de s'assurer que notre télescope James Webb soit bien planifié. Donc ça, ce sont les nouvelles de cette semaine. Vous savez que j'aime bien ce télescope, donc j'espère que vous appréciez les nouvelles. N'oubliez pas que je suis ici pour répondre à vos questions, mais aussi partager mes intérêts. Alors voilà. C'est bien. Voyons voir. Alors aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir parler de science. La première, alors, si vous aimez l'émission jusqu'à maintenant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez la chance de faire ici un pouce vers le haut pour dire que ça va bien, ça aide l'algorithme de YouTube. Je suis ici pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas, si vous êtes en direct, de les mettre dans la section clavardage ou la section message. Notre première question aujourd'hui est laquelle? Voyons voir. C'est une question d'Évangéliste qui a été posée la semaine passée. Si les atomes sont principalement composés de vide, OK, pourquoi si l'objet est solide, nous pouvons tenir dessus? Donc, nous avons ici un marqueur. Nous avons ici ma traditionnelle tasse de café. Ce sont des solides. Mais nous savons que les particules c'est comme si les particules ont un noyau et des électrons, et c'est comme s'il y avait du vide ici. Alors, s'il y a beaucoup de vide, comment se fait-on qu'on a un solide ici, ou que si on pense au plancher, que ce soit des planchers de bois, de ciment, céramique ou autre, ou même le sol, comment est-ce qu'on peut tenir dessus? Et ça fait partie de la théorie de l'atome qu'on va regarder ensemble. Donc, j'ai essayé de trouver ici une image. Ça vient de Wikipédia. J'ai oublié de mettre le lien ici. Je vais mettre le lien dans la description de ce vidéo à la fin de la journée. Alors, voyons voir. Nous savons qu'il y a eu un développement de ce qu'on appelle de l'évolution de la matière. Donc, il y a des scientifiques qui se sont souvent posé des questions à savoir, OK, si on prend un marqueur comme ceci et on le coupe en deux, et qu'on prend cette moitié et on la coupe encore en deux, cette moitié on la coupe en deux, on la coupe en deux, éventuellement on devrait obtenir une particule très infiniment petite qui est faite de plastique. Parce qu'on ne peut pas arriver à un moment où il y a une particule qui se divise et on n'a rien. On ne peut pas avoir rien alors qu'on avait un objet solide initialement. Donc, il y a sûrement des particules. Non. Maintenant, nous savons avec la chimie que notre univers et la matière que nous avons est fait d'atomes. Les atomes sont souvent regroupés ensemble pour faire des molécules plus grandes. Alors, voyons voir comment est-ce qu'on a découvert, premièrement, qu'il y avait beaucoup de vide dans la matière et comment se fait-il qu'on peut se tenir debout et qu'il y a une résistance sur la matière. Alors ici, on a les modèles. J'ai mentionné tout à l'heure qu'on pourrait avoir, ou selon les théories, il y avait M. Thomson, et ça fait plus d'une centaine d'années, se dit il y a une particule de matière. Et son idée, c'était puisque c'est solide, il doit y avoir dans cette matière ici un solide, et à l'intérieur de ce solide, il doit y avoir des petits points. Ces petits points, ce sont des électrons, parce qu'on connaissait déjà l'électricité. Et on savait qu'un objet est neutre, donc il n'y a pas de charge sur le plastique, par exemple.
mais il y a des atomes qui peuvent être influencés par l'électricité, donc des charges négatives et positives. Donc, ce fut un peu le modèle. Voyons voir si je peux faire un petit dessin comme ceci. Donc, son idée, c'est que pour Thomson, on a de la matière. Oh, c'est intéressant, c'est avec mon anneau de lumière. On a un atome qui est solide, comme ceci. L'ensemble de ceci est neutre. Ça, on le sait. On sait que c'est affecté avec l'électricité. Donc, il y a des petites charges négatives qui doivent être partout. Par contre, on sait que puisque c'est neutre, donc c'est comme si l'ensemble avait une charge positive avec à l'intérieur des charges négatives disséminées. Un peu comme un biscuit avec des brisures de chocolat, par exemple. Maintenant, Rutherford a dit, OK, ça c'est Thomson. Alors, il s'est amusé de faire passer des particules à travers d'autres particules pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, ça, c'est Rutherford. Ce qu'il a fait, Rutherford, voyons voir si on peut remettre mettre ça comme ceci. Rutherford, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? C'est qu'il y a eu une source de particules alpha. On pourrait dire que c'est comme des protons qui sont envoyés dans une direction. Maintenant, dans ce temps-là, on pouvait prendre de l'or et les aplatir en feuilles très, très, très minces. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pouvait faire. C'est pour ça, par exemple, que certains monuments, si on parle de l'histoire, il y avait je pense qu'on appelait ça les orfèvres, où il y avait des personnes qui avaient de l'or en fines feuilles et on prenait les statues et on les couvrait d'or. Donc, on pouvait aplanir l'or en des feuilles très, très, très minces. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, si on envoie des particules à travers une feuille d'or, lui, il voulait savoir qu'est-ce qui se passerait. Parce que les scientifiques sont curieux et ils se posent des questions. Alors, il a envoyé ces particules ici. Il s'est dit que si ce sont des particules solides, ils vont faire comme un petit trou et ils vont finir par passer et continuer plus loin. Et ce qu'il avait, il avait des récepteurs tout autour ici. Maintenant, lorsqu'il a fait son expérience, il a remarqué qu'il y avait beaucoup de ces particules qui passaient tout droit, mais il y avait des particules qui avaient des déviations, ils changeaient de direction. Donc ici, il y avait des particules qui entraient et changeaient de direction comme ceci, d'autres rebondissaient complètement. Donc c'est un peu comme, alors pensez à un jeu de billard, ou un jeu de pétanque par exemple, ou quilles sur gazon, dépendant de l'endroit où vous êtes. Lorsqu'on a deux boules qui se frappent, il peut y avoir ici des rebondissements sur ces boules. Alors ici, il a remarqué que si c'est le cas, il doit y avoir une façon que ces particules d'or doivent être. Nous avons notre feuille d'or avec des particules comme ceci. Alors, ce qu'il a remarqué, c'est que lorsque il y avait ces particules qui passaient, la plupart passaient tout droit comme ceci, mais il arrivait quelquefois qu'il y avait des particules qui changeaient de direction. Il y avait comme ceci, il y avait des particules qui changeaient de direction. Donc, il s'est dit qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Donc, il y en a d'autres qui passaient tout droit comme cela. Alors, il s'est dit, OK, quelque chose doit se passer. Il doit y avoir un certain vide, et c'est pour ça que nous avons des particules alpha qui continuent. Mais à quelque part, il doit y avoir un endroit qui est assez dense pour pouvoir faire dévier mes protons, mes particules alpha, suite aux collisions. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu la nouvelle théorie qui était une théorie particulière, et le modèle de Rutherford ressemblait à ceci. Je vais le remontrer ici. On peut voir qu'il s'est dit, si nous avons une particule comme cela, cette particule, il y a une partie dense dans le centre où il y a des particules qui sont déviées par des collisions.
ici, frappe un endroit dense, il y a une collision, mais il y a de l'espace vide et c'est pour ça que plusieurs de ces particules continuent tout droit. OK, donc ça va. Donc, il s'est dit, alors il y a eu ça comme ceci, comme ceci. Donc, la théorie particulière a changé avec Bohr. Donc, Thomson avait comme idée, et ça c'est un modèle eurocentrique bien sûr, parce que c'est là où il y a eu les recherches et les publications. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de recherche qui se faisait à l'extérieur de l'Europe ici. Alors ça ici, c'était le début du modèle, mais il ne fallait pas oublier que Thomson dit qu'il y avait de l'électricité qui affecte les atomes. Donc Bohr, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, il doit y avoir des particules dans lesquelles il y a un endroit qui est plus dense. Il y a aussi des petites particules, il y a des charges négatives qui interagissent. Donc, à quelque part, voyons voir comment est-ce que le modèle ressemble. Il y a donc, voyons voir si je peux le faire ici, il y a un atome, il y a ici un noyau, comme ceci. Il a dit que le noyau aurait une charge positive et nous avons des électrons qui sont autour. Ça, c'est intéressant parce que Bohr a quand même gardé en tête ce que Thomson a fait. Parce que l'atome de Bohr doit quand même être neutre. Donc, à quelque part, dans le centre, il y a le positif, et on les a nommés des protons, et les électrons qui sont autour. Donc, ça, c'est un peu comment est-ce que la théorie a avancé. Donc, je sais que Vangelis, c'est une question qui a plusieurs dimensions pour comprendre la matière. Alors ça ici, c'était Bohr. Les choses intéressantes, c'est qu'il y a eu il y avait un monsieur Rutherford qui était un élève de Bohr. Voilà, si je me rappelle bien. Rutherford. Yeah, voilà. Et qu'est-ce qu'il est arrivé? Oh, excusez, je me suis trompé de scientifique. Mon Dieu. C'est pas le modèle ici de Bohr, c'est le modèle de Rutherford. M. Faber. Comme ceci. Voilà. Bohr était l'élève de Rutherford, parce que Rutherford a fait ses expériences en 1905, si je me rappelle bien. Alors, non, un petit peu avant. Bohr, ici, plus tard, a dit, OK, il a fait des expériences et c'est là qu'il a remarqué qu'il y avait des atomes. Par exemple, si on prend l'oxygène, comme ceci, est-ce qu'on prend l'oxygène? Pourquoi pas? Il y a le noyau ici avec 8 protons. Il a remarqué que lorsqu'on a des électrons, les électrons ont des endroits spécifiques. Il a remarqué que s'il y a 8 protons pour l'oxygène et 8 électrons, ce qui arrive, c'est qu'il y a le même nombre de protons que d'électrons. Donc, 8 positifs et 8 négatifs. Donc, on a des particules neutres. On a à l'intérieur cette partie plus dense et les électrons qui sont autour. Donc, d'une certaine façon, nous avons ici une particule, un espace dense et le vide. Ça n'a pas encore répondu à la question de Vangelis. Comment est-ce qu'on peut changer cette idée que quelque chose arrive et que c'est solide? Voyons voir. Je vais prendre un solide qui s'appelle le quartz. Donc, il y a un minéral. Le quartz fait partie du granit, par exemple. Le quartz est fait de quoi? Est fait de particules de silicium et de 2 particules
d'oxygène. Donc, c'est SiO2 comme cela. Comment est-ce que ceci est un solide? Donnez-moi un instant, je vais aller vous chercher un minéral de quartz. Donc, voici un cristal de quartz qui est ici, c'est solide. Un peu le même principe de la question d'Évangéliste. Comment est-ce qu'on peut obtenir des solides comme ceci? Voyons voir. Nous avons la silice qui a voyons voir. Il y a un peu d'improvisation aujourd'hui dans ma classe. La silice a ici, numéro atomique de 14. OK. On a la silice, 14, 28 comme ceci. L'oxygène, 8, 16. Donc, il y a 8 particules positives dans l'oxygène, 14 protons dans la silice. Donc, on a 14 protons, 14 neutrons, comme ceci. Nous avons, s'il y a 14 ici, il y a 10, donc il y a 4 électrons autour ici. Donc, il y a 4 ici. 4 électrons disponibles autour de notre atome de silice. Come on, M. Weber. Let's see if I can make it even more. On va le faire précis en utilisant les diagrammes de Bohr-Rutherford. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 11, 12, 13 et 14. Voilà. Donc ça, c'est une bonne représentation de ce qu'est la silice. L'oxygène maintenant. L'oxygène a de 8 protons, 8 neutrons. Comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 comme ceci. Je vais en faire un autre de l'autre côté. Donc ici, le dioxyde de silicium, SiO2, est un atome de silice. L'oxygène est des atomes aussi. On sait que l'oxygène dans l'atmosphère est un gaz, mais on sait qu'ensemble, c'est la formation d'un cristal de quartz qui est un solide, qui fait partie des granites, par exemple. Nous pouvons savoir ici que nous avons nos noyaux qui font partie du centre de ces atomes. Nous savons que les électrons sont autour. Nous avons vu la semaine passée, ou il y a 2 semaines, qu'il y a une règle de l'octet. Ça veut dire que chaque atome veut avoir, surtout dans les 20 premiers, 8 électrons sur le dernier niveau. Ça veut dire qu'ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'oxygène est content. Ici, cet oxygène est content, mais aussitôt qu'on partage les électrons, le silicium ici dit, mais moi, je veux aussi qu'on les partage avec moi. Donc, on a un autre partage ici. Mais puisque les électrons voyagent à la vitesse de la lumière, les électrons sont partagés et vont former un solide ici. Et bien sûr, ils vont aussi s'attacher avec d'autres molécules ou d'autres atomes qui font partie du quartz ici. OK. Ça veut dire qu'on a une unité chimique. Ça ne nous explique pas pourquoi est-ce qu'on peut se tenir debout dessus. Qu'est-ce qui arrive, c'est que les noyaux ici ont des charges positives. Ça veut dire qu'eux, puisqu'ils sont positifs, vont se repousser l'un et l'autre. Ici, vont se repousser l'un et l'autre. S'il y a d'autres molécules autour, ils vont tous vouloir se repousser parce qu'ils sont tous des protons. Par contre, il y a les électrons qui sont autour de ces noyaux qui, eux,
sont attirés par le centre ici, par le noyau, mais sont aussi attirés par d'autres noyaux, ce qui fait que les électrons, en voyageant très rapidement, se retrouvent à faire comme un coussin. Le fait qu'il y a une réticence, voyons voir. Si on était pour peser ici, qu'est-ce qui arriverait? C'est que les électrons feraient comme, il y avait comme une petite pression qui sont là. Ceux-ci sont microscopiques. Donc, si on prend cela à une grande échelle, on se retrouve au fait que oui, on a des atomes qui ont des noyaux. Ceux-ci veulent se repousser, mais les électrons gardent tout ensemble. Mais puisqu'il y a une quantité presque infinie de ces atomes et de ces molécules, c'est qu'on se retrouve avec une certaine pression. Et donc, on peut se tenir sur un solide. Pour faire cela, il faut que les atomes et les molécules soient assez près l'un de l'autre pour avoir une certaine résistance. Alors, la question dit, pourquoi est-ce qu'on peut se tenir sur la planète ici, lorsque l'on marche, alors que dans l'air, l'atmosphère, nous ne pouvons pas nous tenir dessus? Mais ce n'est pas vrai. Prenez par exemple les montgolfières. Les montgolfières ici, ils utilisent le fait qu'on fait vibrer les atomes et les molécules de l'atmosphère. Il y a une augmentation du volume. Ça veut dire que la densité diminue et donc le ballon va monter, supporté par les atomes de l'atmosphère en dessous de lui. Donc ça, c'est intéressant. Donc, oui, on ne peut pas marcher sur l'air, on ne peut pas marcher sur de l'eau, par exemple, parce que la résistance n'est pas assez forte, parce que les molécules peuvent bouger l'un et l'autre. Mais lorsque les atomes et les molécules sont tenus très, très près l'un de l'autre, on se retrouve avec un solide, comme ceci. On peut se retrouver ici, alors, avec le plastique, de la même façon que ça peut être une roche, que ça peut être un pavé, que ce soit une brique ou le sol. C'est le fait que, oui, il y a beaucoup d'espace vide entre les atomes, mais ils sont tellement près l'un de l'autre qu'il y a une résistance et ça nous permet de pouvoir marcher dessus. Ça, bien sûr, c'est si les conditions sont parfaites. Si nous prenons, par exemple, une roche, par exemple, qui est solide, on peut marcher dessus. Par contre, si on a une roche volcanique, avant qu'elle soit solide, elle était de la lave, et la lave était visqueuse, et donc, quelqu'un ne pourrait pas marcher sur de la lave parce qu'il n'y a pas cette résistance. Par contre, lorsque la lave se refroidit, les particules dans la roche vont se cristalliser et vont former un support. Donc, c'est un peu à considérer ici. Alors, Angelis, j'espère que ça répond... Vangelis, j'espère que ça répond à ta question. C'est une question atomique, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des ingénieurs qui s'occupent, des ingénieurs de matériaux, par exemple. Lorsqu'on parle d'ingénieurs civils qui vont faire des bâtiments en béton, par exemple, ou des ponts en béton, il faut considérer la chimie, pas seulement pour supporter des poids, mais quelquefois pour avoir une tension disponible dans les matériaux. Et ça, ce sont les études de la chimie appliquées à la vie, donc l'ingénierie. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes dans le groupe qui aimeraient être ingénieurs un jour, mais c'est toujours intéressant d'appliquer les connaissances de la matière. Alors, excellente question ici. Je vais prendre, je vais prendre un instant pour prendre une petite gorgée de café et on va regarder notre prochaine question. Donc, je vais remettre ici, ça c'était la question que nous avions de Vangelis aujourd'hui. Voilà. Voyons voir qu'est-ce que j'avais comme autre idée ce matin. Alors, je n'ai pas d'autres idées, ça va. Alors, voyons voir quelle est l'autre question que je voulais faire aujourd'hui. Je vais regarder s'il y a des questions ici. Vangelis dit bonjour, merci beaucoup, je suis content.
Chiffre alphabet dit pourquoi l'eau ne peut pas être liquide dans l'espace? Ça, c'est une bonne question. C'est une question de température. Donc, voyons voir si je peux aller faire une petite recherche ici. Je vais montrer quelque chose d'intéressant parce que sur le télescope James Webb, voyons voir, télescope James Webb. C'est une excellente question que tu as aujourd'hui. News event, to know deployment, where is Webb? Ici, métrique. Voilà, voilà. Donc, je vais effacer le tableau. Je vais effacer le tableau ici. Alors, c'est intéressant, Evangeliste, parce qu'une des choses qui a fait que je suis devenu géologue pour aller à l'université, c'était l'étude des minéraux. Je trouve que si on regarde ceci, il y a une forme cristalline, et ça, c'est la perfection de la chimie et de la géochimie et de la géologie. Ça m'a toujours fasciné comme personne. Donc, c'est pour ça que j'ai aimé ajouter le quartz ici. Voyons voir. La prochaine question est, pourquoi est-ce que l'eau ne peut pas être liquide dans l'espace? Ça, c'est une excellente question. Une question qui se rapporte à la chimie, mais aussi à l'astronomie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager avec vous ici, voyons voir. Très bien. Donc ici, si on peut regarder, c'est un site qui montre ce qui se passe avec notre télescope James Webb. Alors, je vais mettre dans la description en dessous le lien si vous voulez. Ce qui est intéressant avec ceci, c'est que nous savons que nous avons notre télescope ici, nous avons notre pare-soleil qui est en dessous. Celui-ci est utilisé pour cacher le soleil du côté où on va utiliser le télescope. Mais regardez l'information que nous avons. Si nous regardons le pare-soleil, il y a le côté qui est le plus près du soleil et il y a le côté qui est, il y a le 5e couche qui est près du télescope. Et voyons voir les températures. Nous avons ici que du côté chaud, où il y a le soleil, on a une température d'à peu près ici entre 11 et 41 degrés Celsius. OK. Donc, c'est un peu une température. Alors ici, présentement, où j'habite, il fait peut-être moins 2 degrés. On peut aller dehors avec un manteau. 11 degrés, ça va très bien. 41 degrés, c'est un peu une chaleur d'un été qui est chaud. Par contre, si on regarde du côté sombre où il y a le télescope, nous avons des températures qui sont de moins 224 degrés Celsius. Ça veut dire que, OK, on a du côté où il n'y a pas le soleil, une température qui est moins 224 degrés. Et quelle est la température où l'eau passe de liquide de solide à liquide ou liquide à solide? La température est de 0 degré. Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire que si nous avons un bloc de glace, une comète qui a une grande distance du Soleil, cette comète a une température qui est moins que moins 200 degrés, donc c'est solide. Il n'y a rien qui peut être liquide, surtout en ce qui concerne l'eau. Bien sûr, si nous sommes dans la Station spatiale internationale, on peut avoir de l'eau liquide parce qu'il y a une température qui est là. Donc ça, c'est la raison ici. Mais ça, tu soulèves un point fantastique. Que se passe-t-il lorsqu'on a des comètes qui s'approchent et viennent près du Soleil? Et ça, c'est super excitant. Voyons voir si je peux faire une petite recherche ici. Comète et Soleil. Voyons voir si on peut trouver des photos qui n'ont pas de droit d'auteur. Je vais quand même les mentionner dans la section commentaires, juste pour s'assurer qu'on reconnaisse les personnes qui ont pris ces photos. Voyons voir.
Alors ça ici, on a une comète. Alors ça, c'est la comète Hale-Bopp. Ici, on a une comète qui est un bloc de glace et de poussière. Et lorsqu'il s'approche du Soleil, là, on se retrouve avec une situation où la chaleur augmente. Vous voyez, nous avons, si on regarde notre télescope James Webb ici, on voit que lorsque le Soleil est présent, nous avons ici plus de 0 degré. Donc, l'eau solide dans une comète peut devenir liquide. Ça, c'est vrai. Alors, voyons voir si nous pouvons... voyons voir où est ma photo. Elle est ici. Alors, voyons voir comment est-ce que ceci se passe. Nous avons notre Soleil qui est ici. Nous avons une comète. Passons la comète qui est ici. Disons, la comète va passer comme ceci. On a ceci. Et on va dire que la comète, elle va comme ceci. C'est excitant comme question, chiffre, alphabet, parce que je me rappelle, il y a quelques semaines, j'avais une idée et j'ai fait la recherche, et c'est justement la question que tu as aujourd'hui. Donc, c'est intéressant. Lorsqu'une comète, si on va écrire qu'est-ce que c'est, une comète et notre Soleil, lorsque la comète se rapproche du Soleil, nous avons bien sûr le Soleil qui brille de ses rayons, comme ceci. Très bien. Ça veut dire que la comète qui va s'approcher de notre Soleil, notre comète va commencer à fondre. Donc il y a de l'eau qui va devenir de la glace qui va aller à l'eau et va commencer à être ici. Si la température elle est plus haute, celle-ci pourrait peut-être devenir de la vapeur, mais n'a pas la chance, parce que aussitôt que l'eau devient liquide, il n'a pas cette... Alors de la glace a une forme possible. Aussitôt qu'elle vient de l'eau, cette forme, elle n'est pas définie. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se retrouve avec des particules de glace qui est devenue de l'eau, mais qui devient de la glace tout de suite après. Parce que ici, il fait moins 200 degrés Celsius. Donc ça, c'est intéressant. Donc c'est pour ça que si on regarde ici la photo, c'est la traînée derrière. C'est le fait que ici, nous avons une comète qui fond et que aussitôt que celle-ci, aussitôt que ces particules d'eau liquides vont dans l'espace, ils vont geler tout de suite et vont s'éparpiller et vont un peu comme se dissoudre à l'intérieur de l'espace. Ça veut dire que ici, il y aura une traînée, il y aura une traînée, il y aura une traînée. Donc, il y aura une traînée. Oh, je dois vous montrer ça. Voyons voir si on peut montrer une photo. Ça serait peut-être plus... Voilà. Donc, notre comète avance comme ceci. Et derrière cette comète, il y a cette traînée. Il y a cette traînée de particules de glace. Comment est-ce que cette glace ici s'est formée? C'est que dans la comète, ici, il y avait de la chaleur. Et n'oubliez pas que si on regarde une comète, une autre question fantastique, voyons voir. Comète, je pense que c'est Rosetta. J'ai vu Rosetta. Ah, voilà. Fantastique. Voyons voir. J'ai besoin de vous montrer cela. Donc ça ici, c'est une comète qu'on a étudiée, mais puisque la comète ici va fondre, mais que la comète est faite de glace et de poussière et de petites roches autres, à chaque fois qu'elle approche du Soleil, l'eau va s'évaporer, mais les particules de roche vont rester là. Et c'est pour ça que si on regarde,
l'extérieur semble très foncé. Donc, vous savez, lorsqu'on a un véhicule noir à l'extérieur et qu'il fait très chaud l'été, c'est très chaud au toucher. Donc, ceci absorbe de la chaleur du soleil. Donc, ça, c'est à considérer. Donc, nous avons ici notre comète avec une traînée. Donc, à chaque fois qu'une comète vient près du soleil et quitte, la comète perd de sa masse initiale. Donc, avec les millions d'années, il y a une comète qui va se désintégrer. Mais il y a d'autres choses à considérer. Il y a aussi ce qu'on appelle le plasma. Lorsque nous avons ici notre comète qui se rapproche très près du Soleil, la température dans l'espace, elle est beaucoup plus chaude. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que il y a ce qu'on appelle le vent solaire. Le vent solaire, ce sont des particules qui passent de notre Soleil. Mais chose qui est intéressante, c'est que ce vent solaire, avec la chaleur et l'énergie qui vont sur notre petite comète, vont créer un peu comme un certain plasma. Alors, il y a des plasmas qui sera fait. Alors, il y aura des ions ionisés. Donc, on a des particules d'eau c'est tellement d'énergie qui vont se désintégrer en particules, mais en direction du vent solaire. Donc, ici, on a le vent solaire qui sera comme ça. Ici, on a le vent solaire qui est comme ça, le vent solaire qui est comme ceci et le vent solaire qui est vers l'avant, sachant que la comète avance toujours dans l'espace. Alors, lorsqu'on regarde une comète, et ça, c'est quelque chose qui est fantastique, et il y a eu à la fin des années, en 2001, il y a eu des photos de comètes fantastiques. Voilà, j'ai la photo pour vous. Donc, lorsqu'on regarde une comète, puisqu'il fait très froid, on a un bloc de glace. Mais lorsqu'il approche du Soleil, on a la chance de voir une traînée parce que le bloc de glace fond, les particules d'eau vont regeler ici et on a une superbe traînée. Donc, c'est des fractions de secondes où il y aura de l'eau et ça devient de la glace encore. Mais la comète bouge, donc on a cette traînée. Mais on a aussi cette deuxième traînée ici qui est due au vent solaire à cause de notre Soleil, des particules qui viennent de celle-ci. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on a la chance de voir des photos où il y a deux traînées, ça explique pourquoi. On a notre bloc de glace, il fait froid. Notre traînée ici qui capte la lumière du Soleil, donc on peut la voir facilement. Et on a ici notre traînée ici d'ions et plasma. C'est fantastique. Ça fait partie de mes photos préférées. Et ça, bien sûr, ça répond à la question ici pour savoir pourquoi l'eau ne peut pas être liquide dans l'espace. Et c'est pour ça que si nous avons s'il y a des astronautes, des cosmonautes qui vont à la station spatiale et qui doivent travailler à l'extérieur de notre station spatiale, la difficulté, c'est qu'il fait très, très, très froid. Donc, ils ont besoin de protection. Donc, ils ne peuvent pas bouger aussi rapidement et c'est difficile. Mais c'est important pour pouvoir vivre. Donc, si un humain était pour aller dans l'espace sans protection, il gèlerait presque instantanément à cause de la température. Et voilà, chiffre alphabet, une excellente question aujourd'hui. J'ai apprécié ta question comme celle d'Évangélis aujourd'hui. Excellent. Donc, voyons voir quel sera notre prochain sujet aujourd'hui. Alors, bien sûr, s'il y a des personnes dans l'audience qui ont des questions, et si vous avez aimé l'émission jusqu'à maintenant, mettez vos questions dans le chat et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous regardez en rediffusion, mettez vos questions dans la section commentaires et j'utilise ces questions pour baser ces émissions et c'est fantastique. Alors, voilà. Voyons voir quelle est la prochaine chose que nous allons regarder aujourd'hui. Donc, moi, je voulais ici, merci beaucoup, Chiffre Alphabet, pour le commentaire positif. Alors, je voulais faire un peu de physique optique aujourd'hui.
On va regarder les miroirs concaves aujourd'hui. On fera des miroirs convexes peut-être la semaine prochaine, de façon à ce qu'on puisse avoir une variété de questions. Et n'oubliez pas, on est live ici. Si vous avez des questions encore, ça me fait plaisir d'y répondre. Alors, voyons voir ce que nous avons comme question. Donc, la question est, comment est-ce que l'on fait pour trouver l'image d'un objet lorsque l'image est réfléchie d'un miroir concave? Donc, la semaine passée, on a fait un peu d'optique. Voyons voir si on peut avancer notre idée jusqu'à maintenant. Nous avons ici notre axe optique. Nous avons notre miroir qui est concave. Alors, quelqu'un pourrait dire, OK, est-ce que moi j'ai un miroir concave à la maison? C'est une bonne question. Si vous n'en avez pas, le miroir qu'on peut trouver, c'est une cuillère. Vous savez, lorsqu'on a une cuillère à la maison, et j'en ai pas une près d'ici, si on regarde à l'intérieur de la cuillère qui est vers le creux, c'est un miroir qui est concave. Et souvent, lorsqu'on est petit, on se regarde et il y a des images qui sont là. C'est une façon de regarder ça. Nous avons le centre de courbure qu'on avait vu la semaine passée. Et on a le foyer que nous avons vu aussi la semaine passée. Maintenant, nous avons vu que lorsqu'on a un rayon, prenons un rayon qui est rouge, changeons de couleur. Lorsqu'on a un rayon qui est parallèle à notre axe optique, comme ceci, ceci sera réfléchi et le rayon va passer par le foyer, comme cela. Et nous avons vu la semaine passée aussi que cela est dû au fait qu'il y a une normale. C'est qu'à cet endroit-ci de notre miroir, il y a une ligne perpendiculaire et l'angle d'un côté avec le rayon et la normale est égal à l'angle entre la normale et le rayon réfléchi. Donc, je ne ferai pas toutes les normales aujourd'hui, mais c'est juste pour se rappeler qu'est-ce qu'on a fait la semaine passée. Alors, si moi je dis que j'ai voyons voir, trouvons un objet, on va prendre un objet qui est comme ceci. Donc, si nous avons un objet qui se retrouve entre le foyer et le centre de courbure, qu'est-ce qui arrive ici? Nous avons ici un rayon qui passe par le bout de cet objet et réfléchit et on va à l'infini de ce côté-ci. Qu'est-ce qui arriverait si nous avons un rayon qui, voyons voir, qui passerait comme cela et qui passerait par le foyer? Donc, nous avons une ligne ici qui est parallèle à l'axe optique, réfléchit et passe par le foyer. Mais la même chose serait vraie si on a un rayon qui passe ici par le foyer, sera réfléchi parallèle à l'axe optique. Ça veut dire que si j'ai un rayon qui est comme ceci qui passe par l'axe optique, il sera réfléchi parallèle à notre axe optique ici. Donc ça, c'est intéressant. Donc ici, on a des lignes qui sont créées. Voyons voir si je fais une autre ligne. Si j'ai un rayon qui passe ici et qui va dans le centre de notre miroir ici, nous avons un angle. Ceci sera réfléchi parce que le centre ici avec l'axe optique est un peu comme une normale. Donc ici, ça met un point qui est intéressant. Parce que si on prend ce point-ci, c'est un point qui représente cet objet. Et cet objet ici, part de l'axe optique, va jusqu'à ce point. Et on peut voir que les trois rayons se rencontrent ici. Chose intéressante, j'ai aussi trois rayons qui se rencontrent ici. Ça veut dire que si ça, c'est mon objet, comme cela,
et que l'objet ici se rencontre ici avec les trois lignes et ça touche ici perpendiculairement avec l'axe optique, on a exactement la même chose. Un objet qui se rencontre ici et est perpendiculaire à notre axe optique. Et ici, on a un objet. OK, c'est intéressant. Ça veut dire que si nous avons un objet qui est entre le foyer et le centre de courbure ici, et qu'on regarde où est l'image, on peut avoir un objet et un miroir et trouver une image qui est encore plus grande. Ça, ce qui est intéressant, c'est que si vous aviez une feuille, si on prenait une feuille de papier comme ceci et qu'on mettait un écran, nous aurions la projection, une image de cet objet qui est beaucoup plus grande. Alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de grands objets, mais on peut agrandir énormément quelque chose. Alors, on pourrait dire, par exemple, si on a des illusions, voyons voir, je sais pas le nom, des personnes qui aiment faire des illusions, où quelqu'un a une certaine grandeur, mais lorsqu'on se regarde dans un miroir qui est déformé, on peut se voir plus grand, plus petit. Donc, lorsqu'on va à une fête foraine, par exemple, il y a ces miroirs déformés, et lorsqu'on passe devant, nos dimensions changent et c'est toujours intéressant. C'est basé sur la courbure ici du miroir. Et ça, c'est intéressant. Voilà, voilà. La même chose est vraie que si je disais, par exemple, que cet objet, disons que cet objet est une fourchette, par exemple. Je ne suis pas le meilleur ici comme exemple. Alors, ça, c'est mon objet ici. L'image se retrouverait ici, beaucoup plus grand. Donc, c'est une façon de pouvoir grandir l'image. Maintenant, je vais montrer quelques applications de ceci. À mon école, on a des tableaux blancs et on a ici des projecteurs qui sont ici, qui sont à peu près à, je ne sais pas, à 75 cm, à moins d'1 mètre. Et ça nous permet d'avoir des images tout au long d'un grand tableau pour faire une grande projection. Vous avez peut-être déjà vu cela. Comment est-ce que c'est possible? Habituellement, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a ici un petit projecteur. Alors, les designs changent. J'en ai ouvert un l'autre jour et j'étais un peu intéressé. Il envoie l'image à un miroir qui est ici. Celui-ci envoie une image sur un miroir qui est là. Et ce miroir donne une image qui est ici. Et vous avez peut-être déjà remarqué qu'il faut changer le focus du projecteur pour s'assurer que l'image est très claire. Donc, dans un projecteur ici, on utilise les miroirs. Donc, il y a des ingénieurs qui ont réfléchi avec... On a une projection qui est une petite fenêtre de quelques centimètres de diamètre, de dimension. Et on utilise des miroirs pour grandir l'image. Et ça, c'est intéressant. Un autre point intéressant pour l'optique, ici. Ici, on a l'axe. Donc, on a vu il y a un instant que si on a un petit objet ici, nous avons un objet qui est plus grand, mais qui est
inverser de l'autre côté. Et en passant, je vais mettre ici une petite carte pour ceux qui veulent voir une vidéo. J'ai fait une vidéo il y a quelques années qui montre plusieurs exemples sur le traçage de ces dessins. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si on change la position de l'objet, donc si ici on a un objet, si on change la position de l'objet, l'image va aussi changer. Donc on peut contrôler les dimensions de l'image en plaçant l'objet où on veut. Mais qu'est-ce qui arriverait si, par exemple, quelqu'un dirait « J'aimerais avoir une image qui est ici. » Une image qui est très, très près d'un miroir, qui est entre le foyer et le miroir. Ça, ici, ça devient intéressant. Nous allons faire nos lignes, bien sûr. Si on a un rayon qui va comme ceci, il sera réfléchi comme cela. Si on a un rayon qui arrive au centre ici, voyons comme ceci, comme cela. Oh, je dois faire de la même façon, excusez-moi. Voyons voir. Ah non, je vais vérifier. Je ne sais pas, mon idée vient de briser. Qu'est-ce qui arrive si j'ai, comme ceci, qu'est-ce qui arrive si j'ai un rayon qui passe parallèle à l'axe optique et est réfléchi, comme ceci? Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que, voilà. Si on regarde les lignes, on a une ligne qui est comme ceci, qui va à l'infini, et on a une ligne bleue qui va comme ceci à l'infini, mais ne se touche pas. Ça veut dire que s'il ne se touche pas, il ne peut pas avoir de rencontre de rayons et donc avoir une image. Alors, qu'est-ce qui arrive d'intéressant? C'est que l'image est formée, mais sera formée derrière le miroir ici. Alors ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Vous allez dire, est-ce que des images derrière un miroir existent? Bien sûr, si vous allez à la salle de toilette devant un miroir, vous existez et votre image, la représentation de vous est comme un peu derrière le miroir, dans le mur. Donc ça, c'est possible. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que si j'ai un objet qui nous donne une image réelle, donc une image réelle, cette image réelle, on peut mettre un écran et il y aura une représentation réelle sur un écran. Par contre, si nous avons une image qui est derrière ici, on appelle ça une image virtuelle. Une image qui est virtuelle. Ça veut dire que moi, je ne peux pas prendre un écran et le mettre derrière le miroir. De la même façon que dans la salle de toilette, vous ne pouvez pas aller derrière le mur pour aller voir votre image. Ça, c'est intéressant parce que lorsqu'on a des illusionnistes, voilà, des personnes qui aiment jouer des tours avec les yeux, si la personne a un objet qui est ici ou une personne et qui projette l'image de la personne, on peut avoir ici une personne qui bouge et ils font voir aux personnes l'écran ou la personne. Et aussitôt que l'objet se rapproche du miroir, nous avons une image qui n'est plus réelle, mais qui devient virtuelle. Et c'est comme ça qu'il y a des illusions où quelquefois, il y a comme des personnes qui disparaissent. Ce n'est pas qu'elles disparaissent, c'est que l'image qui était projetée sur une surface qui existait devient devient virtuelle et donc on ne peut plus la projeter.
Donc, pour ceux qui aiment les illusions, pour ceux qui aiment le fait qu'on peut jouer des tours, il y a des spectacles qui sont faits comme ceci. On joue avec les miroirs, on joue avec la lumière, et on joue avec où est l'objet, où se trouve l'image, où est-ce que l'audience voit les personnes, et comme ça nous permet de pouvoir jouer avec les idées des personnes. Donc, c'est quelque chose qui est super intéressant lorsqu'on parle d'optique. Alors ça, c'est le point que je voulais mentionner aujourd'hui sur l'optique. Voilà, voilà. Voyons voir s'il y a une autre réponse. Je pense qu'avant de quitter, on aura une émission un peu plus longue aujourd'hui parce que je vais répondre à la question de maths qu'on m'a donnée cette semaine. Et puis, s'il arrive qu'il y ait d'autres questions, vous pouvez les mettre dans le chat ici. Ça ne fonctionne plus. Alors, on a ici moins 1, moins. Plus 2, et on a ici moins 4. Voilà, on peut voir. C'est bon. Donc ici, on va jouer. Oh, je pense que je vais faire moins 12. Moins 12. 12. Plus 12. Comme ça, je vais pouvoir faire toutes les opérations que je veux faire aujourd'hui. Donc ici, la section, c'est comment est-ce que l'on fait pour faire des opérations de base avec les entiers positifs et négatifs. Donc ici, on peut voir que sur chacune des lignes, ici, j'ai deux nombres négatifs. Ici, négatif et positif et positif, et positif et négatif. Donc, j'ai des options possibles si on a des opérations. Maintenant, le plus facile, c'est lorsqu'on multiplie ces nombres. Lorsqu'on fait la multiplication, ce que l'on fait, c'est on s'occupe des nombres parce que c'est facile. Alors, les nombres ici, nous avons un 12 et un 4 et nous avons une multiplication. Donc, 12 fois 4 nous donne 48. Donc, ça se fait très bien. Parfait. Maintenant, il faut s'occuper des signes. Chose qui est intéressante, c'est que si on multiplie deux signes qui sont négatifs, ces deux signes vont devenir positifs. Donc, la réponse devient positive ici. Si on a un nombre négatif qui est multiplié avec un nombre positif, celui-ci devient négatif. Même chose ici, positif fois négatif, ça nous donne un négatif. Ça veut dire que lorsqu'on multiplie deux nombres qui ont des signes différents, donc un positif et un négatif et un positif, lorsqu'ils sont différents, la réponse est toujours négative. Lorsqu'on a deux signes qui sont pareils, comme deux négatifs, on obtient un positif, de la même façon que ici, lorsqu'on multiplie deux nombres positifs, nous avons ici une réponse qui est positive. Maintenant, ça c'est intéressant parce que lorsqu'on a des nombres négatifs, quelquefois on ne sait pas trop qu'est-ce que l'on veut faire avec ceux-ci. Maintenant, ça c'est pour la multiplication. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on divise? Chose intéressante, la multiplication et la division sont un peu reliés. Ça veut dire que si on divise deux nombres positifs, la réponse, elle est positive. Si on divise deux nombres avec des signes opposés, la réponse est négative. Donc ça veut dire que si nous avons une division comme ceci,
nos réponses sont exactement la même qu'avec les multiplications. On divise deux nombres négatifs, on a un positif. On divise deux nombres qui ont des signes différents, c'est négatif. Divise deux nombres positifs qui nous donnent un positif. Et lorsqu'on divise deux nombres avec des signes opposés, on a négatif. Et maintenant, on s'occupe du nombre. 12 divisé par 4 nous donne 3. Donc, nous avons des réponses qui sont facilement, qu'on peut obtenir facilement. Donc, quelqu'un peut dire, est-ce qu'on peut me donner un exemple pourquoi est-ce que la division de deux nombres négatifs nous donne un positif? Je vais vous montrer. Si on a moins 12 divisé par moins 4, donc moins 12 divisé par moins 4, nous savons que ça, c'est la même chose que si nous avons moins 1 multiplié par plus 12 sur moins 1 plus 4. Donc, le fait d'avoir un nombre négatif ici, c'est qu'on a moins 1 qui nous donne le signe négatif fois le positif 12. Donc, ça, c'est intéressant parce que moins 1 fois plus 12, comme on a vu il y a un instant, nous donne notre nombre négatif. Même chose ici, moins 1 fois plus 4 donne moins 4. Mais chose intéressante, si nous avons une fraction qui est 3 sur 3, lorsqu'on a une fraction avec un numérateur et dénominateur qui sont les mêmes, on peut les simplifier et la réponse est 1. Alors, c'est ça ici qui est intéressant. Si on regarde la fraction qui est ici, on a moins 1 et moins 1 ici. On peut les enlever comme cela. Et on se retrouve avec positif 12 divisé par positif 4. Et ceci va nous donner le plus 3. Et ça nous donne comment est-ce qu'on peut jouer avec les divisions de fractions. Voilà, voilà. Je pense que c'est fantastique. Il nous reste maintenant deux opérations à voir. Comme ceci. Les deux autres opérations que nous avons, c'est l'addition et la soustraction. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons regarder l'addition pour commencer et après, on passera à la soustraction. Bon retour. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons toujours le 12 positif et négatif au début. Donc, ma suggestion, c'est toujours de réécrire ces nombres. Alors, moins 12, plus 12 et plus 12. Ça, c'est notre point de référence. Maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a un positif et nombre négatif? Lorsqu'on a les deux comme ceci, ça ressemble à une multiplication. Ce que nous avons ici, c'est positif 1 fois négatif 4. Donc, si on a un nombre devant la parenthèse et il n'y a pas de nombre indiqué, c'est un 1. Maintenant, ceci nous rappelle à ce qu'on a fait il y a à peu près quelques minutes. Si on multiplie un nombre positif et un nombre négatif, ça devient une réponse négative et 1 fois 4 va nous donner 4. Donc ici, si on a positif moins 1, ou on additionne un nombre négatif 4, c'est la même chose que de dire moins 4. Donc on peut écrire ici moins 4. Donc on prend ces deux signes. Voyons voir si je peux trouver une couleur qui est intéressante. On prend ici ces deux signes et on les transforme en 1 pour simplifier ce que nous avons. Et ceci s'applique pour toutes les autres options aussi. Ici, j'additionne un positif 4. On a deux signes identiques. Ça veut dire qu'on a ici un plus et on a notre nombre 4. Ici, on additionne un entier qui est positif, donc deux signes semblables. On a positif aussi. Oups, voilà. Voilà. Et ici, on additionne un nombre qui est négatif. Mais ça ici, si on prend les deux signes, c'est
plus fois un nombre négatif, ça va nous donner moins. Et on a le 4. Et maintenant, c'est beaucoup plus simple, parce qu'au lieu d'avoir deux opérations ici, on n'en a seulement qu'une. Donc, si on a moins 12 et on enlève moins 4, nous avons moins 16. Si nous avons moins 12 et on ajoute 4, nous avons moins 8. Si on a un positif 12 et on ajoute 4 supplémentaires, nous avons ici positif 16. Et si nous avons positif 12 et on enlève 4, on s'obtient un positif 8. Et c'est comme ça que lorsqu'on a deux signes côte à côte, on peut les simplifier avec une opération beaucoup plus simple. Il nous reste maintenant la soustraction. Voyons voir ce que nous avons. Alors, je vais vous donner un instant pour ceux qui veulent regarder ça ici. Vous pouvez toujours faire une pause sur la vidéo si vous voulez regarder. Comme ceci. Comme ça. Tiens, je vais changer de couleur cette fois-ci. Qu'est-ce qui arrive si, au lieu d'additionner, je vais soustraire des entiers positifs ou négatifs? Ah, ça, c'est intéressant. Nous avons toujours notre point de départ. Donc, je vais les réécrire encore. Moins 12, moins 12, et plus 12. OK. Maintenant, nous avons ici des signes, mais au lieu d'avoir un positif, on soustrait quelque chose. Mais chose intéressante, regardons si on peut utiliser le même principe que tout à l'heure. Ici, nous avons deux signes côte à côte. Ça veut dire que c'est moins 1 et fois moins 4. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un signe négatif et s'il n'y a pas de nombre ici entre l'opération et la parenthèse, c'est la même chose que de dire moins 1 fois moins 4. Puisque nous avons deux signes qui sont opposés, comme nous avons vu tout à l'heure, ceci nous donne un nombre positif et ça va nous donner plus 4. Si on soustrait un nombre positif, négatif fois un positif, ceci va nous donner un nombre négatif. Alors, voyons voir. Lorsque nous avons deux signes identiques, on les transforme en plus, de la même façon que celui que nous avons ici. Si nous avons un signe négatif fois un signe positif, nous avons ici des opérations qui sont maintenant négatives. Et maintenant, moins négatif 4 devient plus 4. Moins positif 4, les signes sont différents, nous donne moins 4 ici. Moins positif 4 nous donne moins 4. Et moins négatif 4 nous donne plus 4. Maintenant, beaucoup plus facile pour résoudre l'équation. J'ai négatif 12 et j'ajoute 4. J'ai maintenant moins 8. Négatif 12 moins 4. J'ai maintenant négatif 16. Positif 12 moins 4 nous donne positif 8. Et positif 12 maintenant plus 4 nous donne positif 16. La raison pourquoi que ceci est une façon excellente pour réviser les opérations sur les entiers, c'est que ça nous permet de pouvoir nous sentir plus confortables avec l'algèbre qui va suivre dans un cours que vous faites. Donc, vous allez voir, j'ai des amis qui font maintenant un cours de mathématiques qui commencent à avoir plus des équations algébriques plus complexes. Vous allez voir, je vais ajouter des mathématiques ici à chacune des journées. Alors, sur ce, merci aujourd'hui pour Chiffre Alphabet Évangélis pour vos questions. Merci pour avoir été ici et participé. Si vous avez des questions supplémentaires suivant ce qu'on a fait aujourd'hui, n'hésitez pas de les mettre ici en bas et dans les sections commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous allez voir à chaque semaine, le samedi matin à 10h, je fais une session de tutorat pour vous.
Et puis, je suis ici pour répondre à vos questions avant tout et les questions qu'on me pose durant la semaine. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se voit la semaine prochaine. Je vais mettre ici un lien pour les vidéos que j'ai faites de tutorat dans les semaines passées et ici quelques vidéos qui pourront vous trouver intéressantes parce qu'il y a toujours moyen d'apprendre. On se voit dans les prochaines vidéos. Alors, merci, Vangelis, et puis chiffre alphabet. Donc, moi, je vais couper la section finale ici. Ça m'a fait plaisir de vous avoir aujourd'hui encore. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les mettre dans la section commentaires de ce vidéo. Ça me fera plaisir, ou ça me fait toujours plaisir, d'inclure ce que vous me posez comme question dans les sessions. Alors, sur ce, passez un excellent week-end et on se voit la semaine prochaine. Alors, au revoir.